C'est le risque permanent dans le système féodal au début, c'est de perdre sa légitimité parce qu'on est mangé par un autre, plus fort que soi. Donc on se défend en l'empêchant d'entrer. Dans cette quête permanente de protection, la maçonnerie va venir renforcer le système défensif des édifices dès le début du XIe siècle. Les seigneurs les plus puissants et les plus fortunés vont donc remplacer les tours maîtresses de bois par des grandes tours en pierre. Le plus célèbre d'entre eux, Fulk Néra, devenu comte d'Anjou à seulement 17 ans, va faire construire une trentaine de forteresses, dont celle de Loches en Indre-et-Loire. L'une des plus anciennes et imposantes tours maîtresses en pierre. Avec une telle construction, Fulk Néra s'impose aux yeux de tous comme l'égal du roi. Et il a le choix entre deux types d'aménagement. Ça peut être un aménagement, disons, stratégique, mais ça peut aussi être un aménagement d'une espèce de château-palais ostentatoire qui est l'expression à la fois de son pouvoir et répondant à son goût du faste de grand seigneur. Donc, par exemple, un donjon comme le donjon de Loches, ce n'est pas un outil de guerre. Il est entièrement construit en pierre et de plus en pierre de taille. Dressé en retrait de fortifications plus récentes, le donjon de Loches forme un rectangle d'environ 25 mètres sur 15. Sa hauteur est de 37 mètres. Une porte est située sur le flanc le moins menacé. Les fenêtres sont ébrasées, étroites sur l'extérieur. Au troisième étage, des ouvertures plus larges permettaient sans doute de passer sur une galerie de bois en surplomb, offrant la possibilité d'ajuster un tir ou de lancer des projectiles sur les assaillants parvenus au pied des murailles. Le donjon résidentiel, c'est quelque chose dont on a des traces à partir de 900 à peu près en France, avec en général la salle basse ou deux niveaux de salle basse, la grande salle, qui est souvent aussi l'accès à la tour, qui est une salle de réception, de représentation au premier étage. Et puis au-dessus, on a des espaces qu'on appelle la caméra, par exemple, la chambre, qui sont un peu plus privatisés. Et puis souvent un étage plutôt défensif dans la partie supérieure, qui est une espèce de salle des gardes et un espace de surveillance. La défense d'une telle forteresse est uniquement passive. La défense passive, c'est construire suffisamment solide, haut et retranché pour empêcher les incursions. Donc plus le château a des fossés larges, profonds, plus ses murs sont élevés, mieux il se défend des incursions. Ça, c'est de la défense passive. Cette défense passive est combinée avec une défense en profondeur. La plupart des forteresses de l'époque romane sont implantées sur des lieux particulièrement inaccessibles, au carrefour de voies de communication stratégiques. Les obstacles sont multipliés pour empêcher l'assaillant de s'approcher de la tour maîtresse. Fossés, talus ou encore palissades. On installe le château dans un lieu naturellement bien défendu, sur une colline entourée par une rivière qui forme des obstacles naturels face à l'avancée d'un éventuel ennemi. Donc, on ralentit l'avancée de l'ennemi, on s'isole, on se protège et on conçoit un peu le château comme un refuge. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on fait rien du tout, puisqu'on sait qu'il y avait au sommet des murailles des chemins de ronde depuis lesquels on pouvait quand même tirer, on pouvait guetter, voilà. Mais tout cela, ça reste quand même relativement passif, des obstacles, des murs, des fossés, des défenses naturelles. Nombre de tours maîtresses construites au cours du XIe siècle reprennent le plan quadrangulaire facile à bâtir. Le modèle anglo-normand de ce type d'édifice, aussi appelé tour résidence ou tour palais, est la tour de Londres, construite vers 1070 sur ordre de Guillaume le Conquérant, ou le grand donjon du château de Falaise en Normandie, bâti au tout début du XIIe siècle. Mais les donjons quadrangulaires montrent vite leurs limites défensives. Leurs angles saillants mal défendus, créant des angles morts, deviennent facilement accessibles aux attaquants. Ils peuvent y creuser des sapes, des galeries creusées sous les fondations des tours ou des murailles, qui sont ensuite bourrées de matières inflammables afin de faire effondrer le mur et de pénétrer dans le donjon. Ces tours carrées disparaîtront bientôt au profit de tours rondes, mieux adaptées à l'art de la guerre. Ce sera la grande innovation généralisée au XIIe et XIIIe siècle. Mais il faudra pour cela attendre le règne du roi bâtisseur, Philippe Auguste.